Vous écoutez les dossiers du FBI. Épisode 4, Secret de famille, deuxième partie. En mai 1995, soit 6 mois après les meurtres, les agents Bob Egan et Joe Kosovar se rendirent en Caroline du Nord. Le FBI organisa une rencontre entre eux et les policiers du bureau du shérif de Lexington County. Ils projetaient d'interroger Pat Rohrer au bureau de son avocat. La mère de Rohrer devait également s'y trouver. La jeune femme parla à nouveau de ses alibis. Le 15 décembre, le jour du crime, elle était allée dans un salon de bronzage près de chez elle. Dans la soirée, elle était allée à son cours de danse du jeudi, comme d'habitude, au Cowboys Nightlife Bar. Elle reconnut qu'elle avait bien travaillé à l'écurie de Heidelberg, mais déclara qu'elle n'était pas retournée en Pennsylvanie depuis sa dispute avec son petit ami. Elle jura qu'elle ne possédait pas d'arme à feu. Le lieutenant Tony Robertson de Lexington County travailla avec le FBI et les agents de Pennsylvanie pour vérifier ses déclarations. La première chose qu'il voulait faire était de faire tomber ses alibis. Il voulait savoir s'il pouvait les corroborer ou si l'on découvrirait qu'ils n'avaient aucune valeur. Les enquêteurs visitèrent le salon de bronzage où Rohrer avait déclaré être allé le jour des meurtres. Le procureur Mike McIntyre nous explique. La propriétaire du salon, Madame Simerson, nous a dit que quelque chose clochait, parce que le jour où Pat Rohrer avait dit y être allé, le salon était fermé parce que c'était l'anniversaire de son mari. Ils étaient allés faire des courses dans un centre commercial à 80 km de là. Elle avait même des reçus du centre pour me le prouver. Au Cowboys Nightlife Bar, le professeur de danse connaissait bien Rohrer. La feuille de présence du club démontrait qu'elle avait bien été présente au cours du jeudi 8 décembre et à celui du 22 décembre, mais non à celui du 15 décembre. Les enquêteurs examinèrent les relevés téléphoniques de Rohrer. Elle avait fait des téléphones tous les jours, sauf au cours de la période du 12 au 15 décembre. Rohrer était incapable de prouver qu'elle était en Caroline du Nord le jour où les meurtres avaient été commis. De plus, elle avait des antécédents judiciaires. Elle avait eu des tendances violentes par le passé. Elle avait été accusée dans un comté voisin à Forsyth. Elle s'était battue à propos d'un homme dans un bar et avait été arrêtée. Mais il manquait toujours un indice important aux enquêteurs. L'arme du crime. Rohrer avait déclaré ne pas posséder d'arme à feu. Les détectives poursuivirent leurs recherches. Dans une écurie de Caroline du Nord, ils rencontrèrent un autre de ses ex-petits amis. Il s'appelait Walter Blaylock. Ce dernier déclara que Rohrer avait fait l'acquisition d'un pistolet pour la somme de $50 lors d'une braderie. C'était un Jennings de calibre 22. Il s'en était servi pour des exercices de tir dans le jardin de Rohrer. La dernière fois qu'il avait vu cette arme, c'était au cours d'une violente dispute. Blaylock déclara à l'agent Egan que cette arme avait un défaut. Ce pistolet était une arme de mauvaise qualité. Le genre d'arme qui bloque après un premier tir, de sorte qu'on ne peut tirer un deuxième coup. Cela corroborait l'hypothèse selon laquelle la victime avait reçu plusieurs coups à la tête, après avoir reçu un premier coup de pistolet. Le FBI aida les divers services de police à obtenir un mandat de perquisition de la maison de Rohrer en Caroline du Nord. Leur but, retrouver l'arme présumée du crime. Ils se rendirent chez elle le 24 juillet 1995. Malgré une fouille méticuleuse, on ne retrouva pas l'arme. Cependant, il y avait de nombreuses douilles dans le jardin de la suspecte. Lorsque les policiers mentionnèrent à Rohrer qu'ils savaient qu'elle possédait un pistolet, elle passa aux aveux. Mais selon elle, Blaylock était parti avec l'arme lorsqu'il l'avait quittée. C'était environ un mois avant les meurtres.
Les indices s'accumulaient contre Rohrer. Malheureusement, c'étaient des preuves indirectes. Ce qui était étrange, c'est que les cheveux blonds découverts dans le véhicule de la victime ne correspondaient pas à ceux de la suspecte. Les cheveux étaient blond clair alors que ceux de Pat Rohrer étaient bruns. L'agent Joe Kosovar se demandait s'il était possible qu'elle les ait teints au moment des meurtres. Il apprit que peu de temps avant les homicides, Rohrer avait participé à un rodéo et remporté le premier prix. Il téléphona aux organisateurs de l'événement en espérant qu'une photo avait été prise d'elle à cette occasion. Il fut récompensé pour son intuition. On lui envoya une photo. Comme il l'avait deviné, les cheveux de Rohrer étaient alors blonds. Nous avons remis cette photo au personnel du laboratoire judiciaire et on l'a comparée aux cheveux trouvés dans le véhicule. Nous avons décidé de procéder à des analyses plus poussées. Les détectives obtinrent un mandat pour recueillir des échantillons de sang et de cheveux de Pat Rohrer. Si les experts parvenaient à établir une corrélation entre ces cheveux et ceux du véhicule de Joanne et de la scène du crime, on pourrait procéder à une arrestation. Malheureusement, les experts devaient faire appel à une technique si récente qu'il leur faudrait 1 an pour obtenir l'autorisation. Entre-temps, le suspect numéro 1 d'un double homicide était toujours en liberté. Après une enquête qui s'était échelonnée sur presque 1 an, les détectives disposaient enfin d'un suspect important dans le double homicide de Joanne Katrinak et de son bébé Alex. Grâce à un mandat, ils purent obtenir des échantillons de sang et de cheveux de Pat Rohrer, l'ex-petit ami d'Andy, le mari de la victime. Rohrer était enceinte de son petit ami actuel. Les experts judiciaires allaient tenter d'établir un lien entre les échantillons de ses cheveux et ceux qui provenaient de la scène du crime. Au laboratoire judiciaire de Pennsylvanie, on put déterminer que les cheveux de Rohrer présentaient des similitudes à ceux qui avaient été recueillis. Mais les enquêteurs espéraient en faire la preuve formelle en procédant à des analyses génétiques. L'ADN fut extrait de l'échantillon sanguin de Rohrer. Il fut ensuite comparé à celui des cheveux de la scène du crime. Malheureusement, cette analyse était délicate. Joseph DeZino, chef de division du service d'analyse génétique du FBI, nous explique pourquoi. Les cheveux que l'on trouve sur une scène de crime sont naturellement tombés et il n'y a pas beaucoup de tissu au niveau de la racine. Cela signifie qu'il est plus difficile d'en extraire l'ADN. Par expérience, nous savons que l'analyse d'ADN peut échouer. Dans ce cas-ci, seulement un cheveu découvert sur la scène contenait suffisamment de tissu pour procéder à ce type d'analyse. Mais les risques étaient élevés puisque cela signifiait que l'échantillon serait détruit. Si cette analyse n'était pas concluante, il serait impossible de répéter l'opération. Il fallait trouver une autre façon d'analyser les cheveux malgré l'absence de tissu humain. Une solution était peut-être en train de naître dans les laboratoires du FBI à Washington. L'analyse de l'ADN mitochondrial. C'était inédit. Agent spécial Dave Rowe. À ma connaissance, c'était le premier laboratoire judiciaire aux États-Unis qui avait recours à ce type d'analyse. Cette technique en était toutefois à ses premiers balbutiements, et il faudrait plus d'1 an pour s'assurer de la validité scientifique des résultats. Pour l'analyse de l'ADN mitochondrial, on examine l'ADN contenu dans les mitochondries ou organelles. Comme il y a davantage de ce type d'ADN que d'ADN nucléaire dans les cellules des cheveux, il est plus facile à extraire. Les experts disposaient de 5 cheveux. Ils pourraient donc répéter l'analyse et ainsi obtenir des résultats plus concluants. Avec l'analyse de l'ADN mitochondrial, nous avons 90% de chances d'obtenir de l'ADN à partir de cheveux qui sont tombés naturellement. Joseph DeZino, chef de division du service d'analyse génétique du FBI. C'est-à-dire où il n'y a pas de racines.
De plus, nous n'avons besoin que d'environ 2 cm de ce cheveu pour obtenir des résultats. Il faut d'abord isoler la séquence d'ADN dans les mitochondries de la cellule du cheveu. On compare ensuite cette séquence à celle obtenue à partir de l'échantillon du suspect. Dans ce cas-ci, il provenait du sang de Pat Rohrer. Les 2 codes génétiques étaient identiques. L'expert judiciaire Joseph DeZinno nous explique. Si un cheveu provenant de la scène du crime a le même ADN mitochondrial que le sang d'un suspect, cela signifie que le suspect est peut-être la source de l'échantillon de la scène du crime. Donc, Pat Rohrer ne pouvait être éliminé de la liste des suspects. Malheureusement, sans une confirmation de l'ADN nucléaire, les résultats n'étaient pas absolument certains. Les experts devaient maintenant examiner le cheveu qui contenait des tissus et tenter de démontrer qu'il y avait bien eu une corrélation. Leurs efforts furent couronnés de succès. Il n'y avait aucun doute possible, Pat Rohrer avait laissé ses cheveux. C'était un moment très important de l'enquête. Dans la nuit du 24 juin 1997, les enquêteurs se rendirent chez Rohrer, munis d'un mandat d'arrestation. Une des femmes détectives accompagna Rohrer à l'étage pendant qu'elle préparait sa fillette de 18 mois et qu'elle s'habillait. C'était une précaution de routine, mais cela allait permettre d'obtenir une autre information importante. Pendant que Pat déposait l'enfant et s'habillait, la détective Susan Pearson était dans la chambre à coucher. Agent Bob Egan. Elle a alors entendu ce que Pat disait à son bébé. Le bébé s'appelait Nicole et elle lui a dit « Nicole, si j'avais su que je me ferais prendre, je ne t'aurais jamais mise au monde. » Dès que ça a été possible, Susan Pearson a noté ces paroles qui se sont révélées très incriminantes par la suite. Plus de 3 ans après le meurtre de Joanne Katrinak et de son bébé, Pat Rohrer fut enfin arrêtée. Elle fut envoyée en Pennsylvanie pour faire face à son accusation. Lors de la préparation du procès, les procureurs procédèrent à la reconstitution des derniers moments de Joanne et Alex Katrinak. Le 15 décembre 1994, Pat Rohrer était entré par effraction dans le sous-sol des Katrinak, sachant qu'Andy était sorti et que Joanne était seule avec le bébé. Joanne n'avait pas la moindre idée que Rohrer était au sous-sol quand elle avait appelé sa belle-mère et préparé Alex pour aller faire des courses. Rohrer avait tout entendu de la conversation. Elle connaissait la maison pour y avoir déjà passé quelque temps 3 ans plus tôt. Elle savait où se trouvaient les 2 lignes téléphoniques et laquelle couper dans l'éventualité où Joanne voudrait appeler à l'aide. Joanne était sortie avec Alex, ignorant toujours que Pat était dans la maison. Pat avait entendu Joanne partir et était sorti pour la rattraper. Joanne n'avait pas vu l'autre femme arriver par derrière avec le pistolet Jennings de calibre 22. Pat avait pris place sur le siège arrière avec le bébé et forçé Joanne à conduire. Joanne était sans doute terrifiée pendant qu'elle conduisait un pistolet sur la tempe.
Elle était probablement encore plus terrifiée pour son bébé de 4 mois. Pat avait conduit Joanne à une piste d'équitation isolée à Heidelberg. Pendant que Pat la forçait à pénétrer de plus en plus dans les bois, le hochet et le biberon d'Alex tombèrent par terre. Pat tira un coup de feu mais son arme s'enraya. C'est alors qu'elle commença à asséner des coups à Joanne. Il est possible qu'elle ait étranglé le bébé ou qu'elle ait simplement laissé mourir de froid. Pat Rohrer avait ensuite garé la voiture à la taverne McCarthy's avant de quitter la Pennsylvanie. La poursuite mit au point une accusation solide grâce aux indices recueillis par les enquêteurs. Les personnes touchées par cette affaire refusaient de laisser cette femme et son enfant sombrer dans l'oubli. En tant qu'enquêteurs, nous avons une responsabilité. Major Robert Wurtz. Et cette responsabilité, c'est d'être la voix de la victime, de recueillir les informations et de la représenter, puisqu'elle ne peut plus le faire elle-même. Le jury trouva Pat Rohrer coupable sous 2 chefs d'accusation, enlèvement et meurtre au 1er degré. Elle fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête était terminée. Pour les habitants de Catasauqua, le mystère était enfin résolu. Sans les techniques de pointe du laboratoire judiciaire du FBI, la meurtrière serait peut-être toujours en liberté. Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fate et réalisé par Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Johanna Citruc. Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminels, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast, Les dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.